Corentin Charbonnet, donc nous sommes bien entendu très contents de vous recevoir ici actuellement à Clisson. Vous êtes anthropologue, c'est ça? Vous intervenez notamment dans l'université de Tours et vous avez écrit une thèse, le Hellfest, lieu de pèlerinage pour Metalhead. Oui. Alors en résumé, qu'est-ce que c'est? C'est un travail qui a commencé sur l'année 2009 et qui s'est clôturé en décembre 2015, qui m'a pris un paquet d'années, sur un terrain d'observation et de travail qui dure que 5 jours par an, qui montre l'importance que tient le festival Hellfest aujourd'hui pour le public métal, donc les metalheads, ces passionnés, et à quel point il est devenu une sorte de lieu de pèlerinage pour cette communauté musicale qui revient chaque année sur les terres clissonnaises pendant 3, je dirais même 5 jours, du jeudi au lundi matin, pour un partage autour de cette musique avec un certain nombre de rites et un aspect très religieux dans leur pratique, dans l'entre-soi, entre eux. Alors c'est vraiment pour les métalleux ou c'est pour tout type de personnes? Parce que je crois qu'également on ne rencontre pas que des métalleux au festival Hellfest. Non, il n'y a pas que des métalleux, on a des gens qui viennent aussi voir à quoi ça ressemble, qui viennent découvrir. C'est vrai que le Hellfest a quand même, depuis 2-3 ans, à travers les médias, une image beaucoup plus positive qu'elle l'a eu à son départ, ce qui permet à un nouveau public de venir, mais c'est vraiment pour le public métal au départ. Je pense qu'effectivement, les gros noms des grosses têtes d'affiches vont attirer un public qui est peut-être un peu plus néophyte. Par contre, tout ce qu'on va trouver sur les autres stages, que ce soit la Warzone, la Temple, la Altar ou la Vallée, c'est quand même pour un public qui s'y connaît déjà dans cette musique-là, je pense. Alors, dans la région, on dit un peu que c'est la Mecque des métalleux, mais pas seulement, parce qu'effectivement, nous retrouvons quand même des Clissonnais qui viennent régulièrement voir le Hellfest. Alors déjà, est-ce que c'est une Mecque? Moi, j'ai beaucoup lu les bouquins d'anthropologie sur le pèlerinage qu'on va retrouver vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou Lourdes. Effectivement, on a le même rapport. On a un rapport à un lieu saint pratiquement pour la communauté métal, ce qui fait qu'ils viennent maintenant en dehors du temps du festival, qui viennent revoir dans l'année la statue de Lénine, qui viennent se prendre en photo devant le Clisson Rock City ou devant la guitare géante à l'entrée. Effectivement, c'est la Mecque, je ne sais pas si on a toutes les symboliques de la Mecque, mais on est sur un lieu religieux, en tout cas, voué de religiosité pour toute personne faisant partie de la musique métal. Et pour les autres? À part la curiosité? Alors, je pense qu'ils viennent aussi, pour certains, ça doit être une façon d'accéder à certains groupes qu'ils n'ont pas pu voir ailleurs, ou plus précédemment, ou plus jeunes, ou dans leur région. Moi, je pense à Scorpion, qui a tourné un petit peu au Zénith de Nantes, mais qui est venu pour la première fois à Clisson il y a quelques années. Des groupes comme Aerosmith, qui était venu en 2011 et qui revient l'année prochaine. On vient aussi voir des grands artistes dans des territoires où on n'a pas non plus de zénith dans les 10 ou 20 km aux alentours, découvrir des groupes qu'on n'aurait pas pu voir ailleurs, qui sont pas forcément si extrêmes que ça. L'année où on a eu ZZ Top, ça touche un public d'un autre âge, qui avait connu le rock. On a eu les Lynyrd Skynyrd, pareil, ça tient un public plutôt rock, peut-être un peu plus âgé que ce qu'on trouve sur certains phénomènes un peu plus jeunes. Enfin, Lynyrd Skynyrd, il faut dire quand même qu'il y a eu quelques polémiques dans les années 70, je crois, oui, qui étaient pro-esclavagistes, c'est ça? C'est ça, tous les groupes typiquement ont des polémiques dans le rock et le métal, parce que c'est un aspect très contre-culture au départ, et ce qui va toujours s'opposer à la culture dominante. Donc on peut accepter quand même des gens qui ont des idées quand même non, extrêmes? je dirais pas qu'on accepterait les gens qui sont extrêmes, d'ailleurs je pense que... Lynyrd Skynyrd par exemple? Il y a quand même plus grand monde dans le groupe qui est vivant. Oui, avec des idées quand même, qui sont peut-être pas forcément républicains. Non, après ils ont quand même pas fait de communiqués radicaux. Par contre, ça va être le même souci qu'on va retrouver pour certains groupes de métal extrême, c'est est-ce qu'on est responsable aussi du public en plus du groupe? C'est la grande question qu'on peut encore avoir, et que ce soit aujourd'hui dans le métal, elle y est, je pense que c'est une question qu'on peut se poser. Qu'on s'est posé, que le festival doit se poser aussi sur la programmation et les annulations des groupes, qu'on va retrouver ailleurs dans les groupes de variété, de la même façon. Je ne suis pas spécialement pour les groupes qui ont des idées extrêmes là-dessus, que ce soit sur l'esclavagisme, que ce soit sur la religion. Maintenant, faudrait différencier, je dirais, la pensée profonde du groupe, la pensée du public, et aussi la façon dont le groupe va s'exprimer pendant ses concerts. Parce que forcément on aura des groupes à dérive, de toute manière, quel que soit les styles de musique, on a des dérives dans certains styles musicaux. Entre ceux qui vont jouer avec la norme sociale et ceux qui vont vraiment à l'opposé de cette norme sociale et devenir dangereux, aussi bien pour leur public, on a les deux. C'est vrai qu'on a des groupes
qui sont contestables sur certains aspects, d'autres qui vont être très... Enfin, je pense à Finan Anselmo l'année dernière, vu que ça a quand même fait pas mal de bruit, qui a été déprogrammé. Enfin, qui a déprogrammé sa tournée, même si le festival a décidé que quoi qu'il arrive, on peut le faire venir. Après, c'est une question de choix aussi. Je pense en tant que programmateur, choix éthique. Moi, plus récemment, je m'intéresse aussi à ce qui se passe là, post-thèse, sur ce groupe Eagles of Death Metal, qui va lancer son propre film sur le Bataclan. Donc c'est pareil, on peut il y a beaucoup de choses à raconter sur les groupes qui ont une démarche presque économique ou qui ont une démarche d'appartenance assez particulière. Et encore, on est en France, on pourrait faire ça dans certains pays nordiques, on a le même souci, je pense. Pour revenir un petit peu à votre thèse, donc, de quoi parlez-vous ? Je suis parti du milieu métal, de son évolution depuis 50 ans, en faisant un bref et très rapide historique pour les gens qui n'auraient pas connaissance de ce qu'est cette musique, histoire que tout le monde puisse lire le livre. Et après, j'ai enchaîné sur le Hellfest. Qu'est-ce qu'il est, comment il est né, son évolution entre 2006 et 2016. Je me suis arrêté sur 2015 quand je l'ai rendu, et je l'ai juste actualisé avec quelques ajouts et quelques photos pour 2016, pour le livre. Et je me suis intéressé au public. Comment le public est venu au départ au Hellfest, comment il s'y rend, quelle place ça prend dans sa vie, parce que je trouve que c'est une place impressionnante aujourd'hui. C'est-à-dire que le festival Hellfest, pour peu qu'on garde le bracelet après, c'est déjà rien que garder le bracelet longtemps, c'est assez intéressant, mais en plus on va être dans... parce que ça va créer du lien, en fait, entre métalleux qui sont venus au festival, même s'ils ne se connaissent pas, en dehors du festival lui-même. Donc c'est une place hyper importante. Comment le festival interagit aussi avec son public, parce que... qu'on soit fan ou pas fan du Hellfest, qu'on a envie d'y aller, qu'on le critique ou autre, c'est un festival qui est un forum qui est très vivant, où les gens échangent autour de cette musique-là, autour du camping. Quand on voit les améliorations du camping en 10 ans suite au retour des festivaliers, il y a un vrai lien entre ce festival et son public. Et puis pour les artistes, pour tous les groupes français aujourd'hui, passer au Hellfest, c'est un signe de reconnaissance. Là, on a fait tourner un groupe il n'y a pas longtemps avec notre association à Tours, un groupe brésilien, leur rêve c'est de venir jouer au Hellfest. Donc aujourd'hui à l'international, ce Hellfest, ça a pris une place de fou pour tous les groupes. C'est la place où il faut être. Ce qu'on va retrouver sur certains gros festivals qu'on 30 ans de carrière, comme en Allemagne, le Hellfest en France, c'est un symbole très important et c'est une clé d'appartenance pour le métal. Parce qu'il faut faire partie du festival, il faut y être venu au moins une fois pour avoir une vraie identité métal. Après, sur l'aspect un peu plus économique, j'ai développé aussi la notion de consomme-acteur, c'est-à-dire que je pense que le metalhead est tout autant acteur de sa musique en venant au festival, en ayant ses pratiques, ses rites, ses danses, que consommateur. Le Hellfest est une particularité aussi, contrairement à des gros festivals français qui sont ultra bien subventionnés, que ce soit par la région, par le département ou autre. Un festival sans subvention, on peut parler des 20 000 € qui sont négligeables au prorata des plusieurs millions d'euros que fait le festival au niveau de son budget. Tu étais le bienvenu quand même au départ. Oui, ça aide toujours, je pense. Ce qui est plus intéressant, ça serait de travailler sur les liens entre la commune et le festival aussi, parce que c'est une place plus importante, je pense, que la relation de la région qui donnait juste une enveloppe de 20 000 €. Et c'est assez intéressant parce que le festivalier, il consomme Hellfest. C'est-à-dire que non seulement il vient, il est acteur, il participe à la musique, il achète sa place, donc il est acteur dans tous les sens de sa musique, avec une sorte de dévotion envers les artistes qui est très importante. Ça en devient des dieux vivants, et même morts, on en fait des statues géantes. Et dans la consommation, le festival, il vit grâce à quoi ? Il vit grâce aux entrées, il vit grâce à son merch, donc le merchandising des produits dérivés, et grâce à la consommation de boissons de nos amis metalheads. Pour ne pas dire consommation que d'alcool. Alors en parlant de l'évolution, moi ce qui m'intéresserait également, c'est l'évolution depuis le début, premier Hellfest, à maintenant. Qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors la thèse a commencé en 2009, donc j'ai vraiment commencé avec des descriptifs anthropologiques à partir de 2009. Moi ce que je me rappelle de 2006, j'en ai encore des photos vu que j'étais photographe depuis 2006 dessus, c'était, je me rappelle, l'Extreme Market où maintenant on a 2 grosses tentes géantes avec plein de stands super bien. La première année c'était des banderoles qui étaient peintes avec la peinture noire sur du truc blanc collé, agrafé sur une grille comme on pouvait sur le contour du festival avec l'Extreme Market par là avec une flèche. Des stands qui étaient parfois dehors. Beaucoup. On avait 2 main stages qui étaient déjà magnifiques, c'est-à-dire qu'ils nous ont ramené des scènes, mais en 2006, fin du Fury Fest en 2005, Ben Barbeau décide avec Yann Lenevé de remonter un projet à Clisson, chez lui. Donc pour les plus anciens, on se rappelait du Fury 2002-2003 qui était à Rosé, et on se dit mais qu'est-ce qu'il va nous faire là-bas ? Mais c'est vrai que ça attire 8000 personnes et on a une scène géante dès qu'on arrive. C'était spartiate, le camping était très 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 spartiate, au milieu des vignes.
Ce qui ne nous empêche pas d'avoir du très bon muscadet maintenant sur le festival, mais voilà, c'était quand même un peu rudimentaire la première année. Deuxième année, c'était l'hécatombe de la météo, la pire année. Mais avec les retours qu'on a eu du festival, des festivaliers, des gens qu'on a pu interroger pendant la thèse, ça crée du lien avec la ville de Clisson. Et d'ailleurs, c'était, je crois, un épisode remarquable après le festival de voir le nombre de retours qu'on avait par les métallettes qui nous disaient que qu'ils avaient été aidés par les gens de Clisson qui leur filaient des bottes, leur prêtaient des bottes, leur disaient mais venez prendre une douche, venez vous réchauffer. Oui, est-ce qu'on leur a prêté beaucoup d'eau lorsqu'ils sont passés devant chez nous parce que vraiment ils faisaient pitié. Mais c'est vrai que c'est intéressant, donc des premiers liens, et puis après 2008-2009, on commence à s'installer, j'ai envie de dire, sur le site de Clisson, ça grossit au niveau taille, les installations, les scènes, ça se professionnalise d'année en année. 2011, c'est un gros tournant, c'est la dernière année sur l'ancien site où on a un joli lycée de Fuge maintenant, d'ailleurs c'est un plaisir d'y aller ce soir pour la conférence. C'est aussi la première année où on voit une horloge sur le Hellfest, c'est-à-dire qu'on commence à pouvoir se repérer en regardant l'heure sur le site et plus simplement en écoutant qui bug le matin à 9h, 10h ou 11h le matin. C'est particulier, moi je me rappelle d'un festival où il n'y a pas d'horloge, donc c'est-à-dire que si on a son téléphone portable il ne tiendra jamais 3 jours. Si on n'a pas de montre, on se repère comment ? Au son, au groupe, comment ça s'organise un festival assez particulier, et puis des relations entre les festivaliers qui deviennent super importantes à partir de 2008, où c'était l'année du libérer l'apéro qu'on entend maintenant jusqu'à 6h le matin, le début des grandes activités sur le camping, suite à l'année 2007, on a le début du catch dans la boue sur le festival, donc de plus en plus de liens, une ambiance de plus en plus folle sur le camping, parce que ça finissait à 2h, maintenant je pense que même s'ils ferment le corner à 4h, ça finit pas. Et puis ce nouveau site qui est devenu, 4 ans, j'ai envie de dire magique. Et je connais pas un festival en France qui a réussi à avoir un site aussi bien travaillé en 4 ans au niveau esthétique. Les idées sont vraiment importantes pour créer aussi un vrai sens à ce site. C'est plus qu'un festival aujourd'hui, on a un lieu. Puis c'est un lieu qui est affiché avec une guitare géante, on sait où on est. On a le logo derrière, on s'installe. Alors pour les anciens, cette évolution, je dirais matérielle, au moins pour l'instant, entre le début et jusqu'à 2016, c'est vrai que c'est un site qui est magnifique, comme vous le dites, mais pour certains, pour les anciens, un peu bisounours. C'est-à-dire que comme si que la culture aurait un peu perdu son âme. C'est le retour qu'on trouve de temps en temps sur les forums. C'est assez drôle aussi, parce que même si on critique le Hellfest, ça marche toujours presque de mieux en mieux. Et même le public qui critique le Hellfest, c'est un public qui revient. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont très actifs sur les forums qui critiquent le festival, ça a perdu son âme, c'est plus ce que c'était. Maintenant ils nous ont mis du gazon, on a une grande roue, c'est un parc d'attractions, c'est Disneyland pour métalleux. Mais on voit ce public-là venir quand même. Les mêmes personnes qui râlent. Là il y a quelques jours, les gens disaient oui, non, sans même le jeu Hellfest. Ouais, mais en même temps, le jeu Hellfest, si on demande aux purs et durs passionnés du festival qui ont suivi l'évolution, il y en a quand même beaucoup qui vont l'acheter, je pense. Ça va marcher pour eux. Ouais. Le livre Hellfest, de ce que j'entendais des ventes officieusement, c'est un bouquin, le bouquin photo de l'année dernière a très 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 bien marché. Il est très beau quand même. Faut dire. Il est magnifique. Enfin, les photographes qui sont dedans sont tous excellents. Le festival a toujours su s'entourer avec des super bons photographes avec les années. Je ne pourrais pas tous les citer parce qu'on se retrouve très souvent dans la fosse au festival à faire des photos. C'est un très bon bouquin. Puis les gens, ils ont une demande quand même, en général, du festival. Est-ce que c'est une demande parce qu'ils n'ont pas le choix, il n'y a pas grand-chose d'autre en France, ou c'est parce que ils ont pris l'habitude aussi, ils viennent malgré qu'ils soient un peu déçus? C'est que le Hellfest a pris plus d'importance que n'importe quel autre festival en France. Le Sonisphère, il y a quelques années, a existé. Ils nous ont fait un super Big Four avec Metallica, Anthrax, Megadeth et Slayer. Effectivement, super affiche. L'année d'après, ils ont remplacé par Evanescence. Quand on passe de Metallica à Evanescence, qui n'a pas joué d'ailleurs parce qu'elle était malade, ça marche pas. Donc là, ils ont un certain savoir quand même d'organisation. D'organisation et de lien avec leur public. Alors justement, ce lien, cette évolution de lien avec le public, mais également les Clissonnais, parce que nous sommes à côté, vous avez eu également une évolution? Ah oui. La première année, quand on passait dans... Moi, je me rappelle en 2008 d'être allé à la piscine municipale quand même à pied, qui faisait une petite trotte, vu la chaleur qu'il faisait pour aller nager un coup et se détendre un petit peu dans la journée. Traverser Clisson en métalleux, ça faisait encore un peu bizarre en 2008. Aujourd'hui, au Hellfest, tout le centre-ville de Clisson est habitué à avoir du métalleux pendant le Hell, je pense. Après, je dis pas que tout le monde les adore, mais dans l'ensemble, on en voit partout.
l'évolution des logements, très bon lien aussi à la ville de Clisson et de ses alentours, donc il y a une vraie économie, y compris alors avec la partie officielle, effectivement, des gîtes, des hôtels, etc., mais également des particuliers qui louent de manière plus ou moins chère leur terrain pour mettre une tente ou qui louent une chambre d'amis ou la chambre des enfants quand ils sont pas là. Oui, le côté mercantile est toujours présent. Je pense que les Clissonniens, oui, ont trouvé aussi un intérêt, et puis dans l'ensemble, c'est un public avec lequel ça se passe bien. Si on les héberge chez soi, ils vont pas détériorer la maison. Je dis pas qu'ils vont venir très frais du festival, mais et encore, ceux qui veulent se loger en dehors que le camping, c'est ceux qui ont envie de dormir. Donc c'est quand même un public soit vieillissant, soit dans le public métal, soit un public qui a envie quand même d'être dans des bonnes conditions pour profiter du festival. Et d'un autre côté, donc tout ça on va peut-être même un peu ensemble, vous dites que c'est le festival qui est le plus sacré de tous les festivals, même par rapport au Download ou les festivals. Alors le Download, il faudra vraiment aller étudier en Angleterre. Le Download français, pour moi, ça veut rien dire. C'est arrivé il y a un an, si on fait une édition, financièrement, je mets ma main à couper sans connaître leur budget de compte qui sont pris une claque. Si on va au Download, on n'y vient pas pour l'ambiance pour l'instant, c'est trop jeune, c'est trop récent, il n'y a pas réellement de lien. Si vous allez faire une petite recherche documentaire sur le Download, c'est quand même très compliqué de savoir en France qui va le gérer. Alors que si vous êtes dans le milieu métal, Alex, chargé de com duel, avec le culte, tout le monde sait qui c'est. Ben Barbeau. Donc on peut dire quand même que c'est plus qu'un festival. C'est identifiable au niveau des personnes, c'est identifiable au niveau des... alors à la fois des patrons, des employés, on a un peu le nez dedans, du chargé de com, Alex, qui est quand même partout, qui se déplace. Au niveau du site, au niveau de la façon dont on va percevoir son site, vous allez dans le Download, vous savez qu'il y a une scène là, sur n'importe quel festival, on va où il y a une scène, où il y a un groupe. Là on va glander au pied d'une animation enflammée qui a lieu entre deux bars, on va devant le skatepark, on va s'asseoir sur un os géant qui nous sert de banc. Enfin, c'était pensé, et en même temps ça a été pris en compte, une prise en compte des attentes des festivaliers par les organisateurs et inversement. Et je reviens un peu, pourquoi ce mot sacré? Sacré en quoi? Sacré je sais presque envie de dire que la pochette du livre répond un peu avec... on nous a mis une cathédrale à l'entrée du festival. Parce qu'on a du sacré au festival, parce que c'est un déroulement sacré ce festival pour le Metalheads qui est dedans et qui a une vraie envie de revenir et de participer à cet événement. Toute l'année, ça rythme la vie du festivalier. On prépare pendant un an son arrivée. Là, donc on sait qu'il y a Aerosmith depuis une semaine et demie. Une semaine, donc on est super content, ou pas d'ailleurs, ça dépend lesquels. On sait qu'il y a 2-3 noms qu'on fuité sur internet parce que les groupes l'ont annoncé avant le festival. Mais toute l'année ça rythme. On va avoir 6 mois, on va se dire qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qui va arriver? On prend son ticket, c'est pratiquement un pari, on joue sur un loto à 200 €, sans nom. Ce qui se faisait déjà en Allemagne sur un autre festival qui s'appelle le Wacken, qui annonce pratiquement rien et qui marche depuis un paquet d'années comme ça. Et puis derrière ça va nous rythmer jusqu'à temps qu'elle annonce, c'est-à-dire que même hier quand on parlait du livre, on a relancé le Hellfest a relancé un message, on a 15 commentaires en dessous, et là, et les noms. Donc les mecs ils préparent, où est-ce qu'on peut trouver encore une place, qui peut m'héberger, il y a une vraie animation autour du festival. Après on va préparer sa venue, donc avec qui on vient, qui on retrouve, qu'est-ce qu'on emmène, donc j'ai envie de dire un peu pour dormir au chaud et surtout de quoi boire, pour schématiser un petit peu, et puis qui on va retrouver sur le camping, sur lequel on va, est-ce qu'on veut sur celui pour dormir au fond, est-ce qu'on va à l'entrée du côté du raid pour bouger la nuit avec des joutes de caddie et autres, avec animation nocturne. Et puis on va préparer son running order, le fameux plan où on a les ordres d'horaire de passage de tous les groupes, et le Hellfest maintenant le diffuse en avance pour qu'on puisse cocher, qu'on puisse regarder à quelle heure et quel groupe à quel endroit. Donc on a un vécu collectif pendant 5 jours en dehors du temps, on va complètement oublier un peu le fonctionnement de la vie dite normale, ou normalisée, et on va voir nos rites, donc consommation d'alcool, danse, cris, jeux, pendant 3 jours, coupé du monde, et le lundi, c'est un peu la débandade, on retourne dans la vie, on va dire civile, et on y retourne. Mais dès qu'on y retourne, en même temps, on a un côté très fétichiste dans le milieu métal, donc déjà on est revenu avec des t-shirts et des gobelets, obligatoirement. D'ailleurs, je crois que c'était... Ça, nous allons en parler. Mais avant, je voudrais quand même vous dire une chose, que vous avez citée. Les organisateurs ont eu l'intelligence de démocratiser la culture métal. Oui. Alors, je voudrais en quoi cette démocratisation? Déjà, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus les métalleux, il n'y a plus les hard rockers.
c'est fait vraiment pour tout le monde, un petit peu comme on disait tout à l'heure. Bah, de toute manière, pour réussir à faire un événement de cette ampleur-là, on ne peut pas rester dans le métal. Fabien nous disait en sociologie, regardez, on a un paquet de noms, donc entre le heavy metal, le départ, le hard rock, le thrash, le death, le black, le hardcore et tout ce qui s'ensuit, le néo des années 90, le deathcore plus récemment, etc. Toutes ces familles-là, elles se retrouvent au Hellfest. Donc déjà, c'est une particularité. Faites un concert... mais tout ça, c'est la même racine quand même. C'est la même racine, mais faites un concert dans un autre endroit qu'au Hellfest en mélangeant un groupe de black metal avec un groupe de stoner, ça va peut-être passer, mais si vous mettez un groupe de hardcore ou de deathcore plutôt avec un groupe de death à l'ancienne, ça va pas forcément remplir. Le festival a quand même réussi une grande prouesse, c'est qu'aujourd'hui, qu'on écoute ou pas du métal, on sait qu'il y a un truc qui s'appelle le Hellfest et il y a que des métalleux là-bas. Et avant, on disait les métalleux, c'est une espèce à part, c'est pratiquement, on retrouve encore, hein, c'est des marginaux. Moi j'aime bien ce thème de marginal quand il a été appliqué à la musique métal parce qu'en fait, il va falloir m'expliquer en quoi c'est marginal d'aller au Hellfest quand on se retrouve à plus de 54 000 ou 60 000 à avoir les mêmes pratiques, les mêmes rites, la même compréhension, à peu près de ce qui se passe autour, c'est-à-dire qu'on trouve pas spécialement que ça soit violent, que ça soit méchant. Et marginaux, c'est des gens qui sont quand même majoritairement intégrés, qui travaillent, qui ont un emploi, qui ont une famille. Ça n'empêche pas. Sont... Vous pouvez très bien être marginaux, notamment dans votre idéologie. Ce qui était d'ailleurs, si mes connaissances sont bonnes, le fondement même de cette culture hard rock à l'époque devenue métal, où c'était quand même, je dirais, un mouvement contestateur par rapport à la société. Moins, puisque c'est plus démocratisé. Pour les gens, il y a quand même un aspect identifiable de cette culture métal aujourd'hui. Ce qui n'était pas identifiable avant. Avant, on aurait pu vous citer les 3 gros noms qui se battent en duel, mais où est-ce qu'ils vont les métalleux moi je pose la question encore, je me rappelle du début des années 2000, où est-ce qu'on va quand on est métalleux? Si on demande quelqu'un qui n'est pas dans la musique métal, on n'a aucun lieu de rassemblement qui est identifiable. Ce qui n'était pas le cas dans les années 70-80. Ouais, mais ça s'est perdu, il y a eu un énorme creux. D'où justement mon idée un petit peu, ou un peu ce que j'ai ressenti, c'est que les fondements même de cette culture, cette idéologie donc, de mouvement, c'est perdu au travers du temps. Et est-ce que maintenant les jeunes qui ont repris donc depuis les années 2000 ont recouvrir cette idée d'idéologie et de culture un peu contestatrice pour pas dire beaucoup? Oh, il est toujours très contestataire, je trouve. On joue beaucoup. Après, le problème c'est qu'il y a eu des vagues aussi qui ont extrémisé certaines familles, on va dire, de la musique métal. On joue toujours avec les normes. Enfin, c'est quand même une musique qui ne peut pas s'empêcher de jouer avec les religions, par exemple, ou avec la politique, ou avec les normes dominantes. Alors, moi j'ai une question aussi, est-ce que c'est contre la religion, ou envers la religion, ou envers l'Église? Envers la religion, en général, envers les religions. Oui, les religions. Tout le monde prend, hein. Mais on joue avec les normes. Ce qui peut être très mal perçu par un public qui serait chrétien, par exemple. Je pense dans une région où on a un public non métal chrétien, parce qu'effectivement ça peut choquer. Alors, le discours de certains groupes, moi je pense à des chansons comme Christian to the Lions, quand on jette les chrétiens au lion, effectivement je peux comprendre que ça choque. Mais ça a été vrai quand même. Oui, du coup là c'est vraiment remettre ça un peu au goût du jour dans la musique et le faire chanter à son public, c'est quand même... on joue avec une norme, on joue. C'est une question de jeu. Est-ce que l'essence même de ce mouvement métal et des groupes est identique à maintenant? Est-ce qu'à l'époque, ils disaient également qu'il faut jeter les chrétiens en lui? Ah non, mais bon, à l'époque, rien qu'avec un nom de groupe comme Judas Priest, on était déjà pas mal. Iron Maiden avec The Number of the Beast, t'es bien aussi. Oui. On continue à jouer. Sauf que là, maintenant, ça commence à faire plus de bruit. Esthétiquement, c'est quand même très différent de ce qu'on faisait il y a 20 ans. C'est-à-dire que Bruce Dickinson a l'air quand même super sympa maintenant quand il dirige sa compagnie d'avions. Quand on voit Nergal de Behemoth maquillé sur scène en train de donner des hosties avec une sorte d'Illuminati dessus, ça peut choquer un petit peu plus, je pense. On va encore un peu plus loin dans le jeu. Et encore, ça reste des groupes soft. Oui. Je pensais également que les jeunes ont perdu un peu ce fondement de la culture métal. J'ai posé souvent des questions, pourquoi vous êtes habillés en noir, pourquoi vous avez des têtes de mort, pourquoi vous avez des croix renversées, etc. Personne n'était capable vraiment de me dire. Même le signe un peu particulier. Bonne question. Alors, j'aurais tendance à dire déjà le signe de la bête, déjà connaître l'origine. Je sais pas si on sera un jour d'accord, parce qu'on va pas critiquer Monsieur Dio qui est maintenant décédé, mais qui nous disait que c'était lui un héritage de sa grand-mère, etc. Ou si c'était du Lovecraft, la lecture de Lovecraft avec le Necronomicon. Enfin, bon, alors, après. Pourquoi vous êtes en noir? Moi alors, vous notamment, mais notamment tous les festivaliers métalleux. Costume noir, ça mincit. Je pourrais être très, très drôle en disant ça mincit, avec le temps c'est bien.
Non, la couleur noire, c'est une couleur qui existe depuis le début de la musique métal, qui a toujours été très importante. Non, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Déjà parce que c'était un côté sombre. Et l'aspect sombre, à la fois dans la musique, dans l'esthétique, dans les pratiques, c'était quelque chose qui était perçu. Et aujourd'hui, force est de constater que cette couleur noire, elle se perd quand même. On regarde, moi je suis très fan de l'analyse des looks aujourd'hui vestimentaires du Metalhead. Une année où j'ai fait une observation, on comptait les noms avec les cheveux longs et les cheveux courts ou autres de cheveux, on était à 70% au Hellfest, 78% je crois que les cheveux longs, les autres c'était plutôt très court voire rasés. Déjà ça a changé. Si on parle des couleurs aujourd'hui, les t-shirts de couleur, alors est-ce que c'est un phénomène aussi d'exutoire pendant 3 jours Je pense à nos phénomènes Bob l'éponge et les costumes, etc. Ok, on a quand même des gens avec des t-shirts blancs, avec deux types de motifs. Et les têtes de mort par exemple, pourquoi on apprivoise la mort. Non, je pense qu'il y a c'est un lien assez... C'est peut-être aussi pour ça que les gens autres n'arrivent pas à comprendre pourquoi c'est habillé comme ça. Il y a un lien, c'est très ostentatoire. Oui, mais alors ce qui est très drôle au Hellfest, c'est qu'on pourrait dire que c'est ostentatoire. C'est vrai que les croix à l'envers, c'est quand même quelque chose, c'est de l'ordre un peu du jeu, anti-religieux, etc., très critique. Bien que, si mes connaissances sont bonnes, je crois que Saint-Pierre a été crucifié la tête en bas parce qu'il ne voulait pas être à la hauteur du Christ, sans doute. Donc c'est pas anti-religieux. Il y a un côté un peu, on bafoue un peu la religion pour jouer avec. Et ce qui est très drôle, c'est que sur le Hellfest, quand vous allez voir les hommages qui sont rendus à nos grands mythes, pratiquement dieux vivants disparus, les croix elles sont à l'endroit quand ils décèdent. Donc en fait, l'aspect jouer avec la mort, oui, mais jusqu'à un certain niveau. On va les remettre à l'endroit. C'est pour ça que quand j'ai mis un pèlerinage, on m'a dit, mais tu fais ça pour embêter la religion catholique. Non, pas du tout. C'est que je pense que vraiment on a une pratique religieuse dans la façon de venir, la façon de le vivre. Et en plus de ça, on a quand même repris beaucoup de choses de la religion. Et pour une musique qui se dit un peu anti-norme, anti-religion, on reprend les principes pour notre musique. Et c'est vrai que le côté, on retourne les croix dans certains groupes de black ou d'extrême, mais quand l'artiste est mort, on l'a remis à l'endroit, j'ai trouvé ça tellement drôle en fait de nous rendre compte qu'on rentrait en fait, nous aussi, au passage avec la mort, vers une norme. Pratiquement une norme sociale acceptée. Et donc, de tout ça, vous en avez sorti un livre. C'est ça. C'est une vaste opération ce livre en fait, si je reprends. C'est que c'est quand même du fait à la main et du début à la fin. C'est-à-dire que, du coup, je faisais de la photo, donc on a gardé que les miennes pour les TP des droits d'auteur supplémentaires. C'est vrai que c'est un bouquin de do it yourself, un peu dans la logique des anciens de cette musique-là. Le Hellfest nous a gracieusement prêté le logo, donc ça c'est super sympa, ils soutiennent le projet. Économiquement, on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Elle n'est pas finie, j'ai bon espoir de tasser la barre des 125%. Où peut-on la trouver ? La campagne Ulule, sur Ulule, il reste plus que 10 jours. Donc, faut y aller. Livre Hellfest, et puis de toute manière, là on a commencé à faire... les livraisons, donc les premiers sont arrivés, comme vous pouvez voir. Là, on a livré toute la région Loire-Atlantique. Maintenant, il va falloir que j'aille me faire des longs déplacements dans toute la France pour le faire. C'est vrai que la mise en page est faite par une métalleuse, l'imprimeur, il est métalleux. Bon, voilà, c'est un peu le circuit de la communauté musicale. Et c'est acheté pour l'instant, pas que par des métalleux d'ailleurs. J'ai hâte d'avoir les retours des gens qui ne sont pas de la musique métal pour voir ce qu'on peut en dire. Donc là déjà Clisson, on a la maison de la presse qu'il faut que j'aille voir juste après, qui sera notre principal dépositaire. Et vu qu'on a envie de le jouer un peu sympa, généralement on n'a qu'un seul point de vente par ville, et de préférence des indépendants, pour filer un coup de main aussi le libraire qui continue de diffuser de la culture métal dans des petites librairies, et ça je trouve ça génial, parce qu'on n'en trouve pas partout. Dans le circuit. Pour se procurer, Internet autrement, non ? Internet, il sera mis en vente sur la marque Crève Closing, qui est une marque de vêtements de Metalhead, qui est de Laval, on fait marcher les Pays de la Loire, et qui vend des très belles casquettes, des très beaux t-shirts, des très belles bagues. Et, du coup, on s'est dit, on y va, allez. C'est un auto-entrepreneur qui a tout fait tout seul aussi. On s'est dit, on va rester entre petits à essayer de faire ça, et puis on trouvait ça sympa de travailler ensemble. Et puis de rester aussi dans cette musique-là, et après pour les non-métallettes, parce que je me dis qu'acheter une marque qui s'appelle Crève, où il y a écrit Grève en gros, je comprends que certains publics ne soient pas fans, on a la boîte à livres à Tours qui va faire la mise en vente à partir du mois de décembre sur internet. Donc il y a une librairie en ligne de Tours qui va gérer ces stocks-là. Ok, écoutez, merci bien d'être venu. Merci à vous. Puis on va essayer d'en faire la promotion. Et super, je vous remercie, c'est une vaste opération maintenant.